Bonjour tout le monde, bienvenue à cette quatrième entrevue pour le projet Rebâtir. Moi, c'est Mickaël, je suis le coordonnateur du projet. Et en somme, Rebâtir, c'est une initiative du Carrefour Jeunesse Emploi d'Autrey-Joliette. Et on organise des conférences, des ateliers d'écriture, des sorties culturelles pour des jeunes décrocheurs, au fond, qui veulent explorer le français, se familiariser, s'amuser avec leur langue et peut-être éventuellement retourner aux études, compléter leur cursus puis se réorienter. Et aujourd'hui, suggestion de ma conjointe, mais qu'on a tous trouvé excellente dans l'organisation de Rebâtir, on a invité Iris Boudreau, qui est une BDiste québécoise. Fait que bonjour Iris. Salut. En fait, Iris est devenue connue en 2006, sa première publication. Elle sort, bon, tu t'auto-édites pour des fans. Je ne sais pas jamais comment le prononcer, fanzine. Moi, je dis fanzine en Fanzine. français, mais fanzine, ça marche aussi. Ouais. OK. Fanzine. Bon. Fait que tu t'auto-édites, tu as fait affaire avec des maisons d'édition, tu as fait des collaborations énormément aussi, on va en parler dans le cadre de l'entrevue. Mais de base, une des questions que mes jeunes posaient le plus quand ils ont su qu'on allait recevoir une BDiste, c'est quand tu as pris la décision de t'inscrire à l'université en BD, parce que tu as carrément fait un diplôme, un baccalauréat en bande dessinée. Ça a été quoi la réaction un peu de ta famille de dire c'est quoi ce programme-là? Quel avenir il y a là-dedans? Comment ça réagit? Ben, mes parents sont tous les deux des artistes, là, mais qui n'en ont pas fait un métier. Donc, je pense que peut-être ils étaient contents que moi, je suive ma passion. OK. Puis, tu sais, mes parents, j'ai de la chance, là. Je pense que j'aurais été dans n'importe quelle branche, puis ils auraient été contents, ils auraient été fiers. Ils nous encourageaient vraiment à faire ce dont on avait envie de faire, puis pas penser nécessairement à est-ce que c'est payant, est-ce que c'est prestigieux. Fait que j'ai eu de la chance. Ouais. Mais est-ce qu'eux-mêmes, s'ils sont artistes, est-ce qu'ils ont fait des études dans des champs à l'université aussi dans leur art ou est-ce que c'est des dessinateurs? C'est quel type d'artiste? Mon père est musicien, mais il n'a pas étudié là-dedans. C'est un musicien autodidacte, puis il n'est pas du tout dans ce domaine-là. Puis mon père est un décrocheur. Il n'a pas OK. terminé son secondaire. Euh, Puis maintenant, il va prendre sa retraite cette année, mais il est ajusteur d'assurance, donc expert en sinistre. OK. Puis ma mère dessine, ma mère peint aussi, elle fait un peu de tout, là. Puis elle n'était pas du tout allée étudier dans ce domaine-là quand elle était jeune. Elle était psychoéducatrice avant, mais elle est retournée aux études à 40 ans en design d'intérieur, donc ce qui est quand même, il y a un penchant un peu artistique là-dedans aussi, là. Mais c'est ça. Mais tu sais, elle n'a pas fait une carrière en dessin ou en aquarelle. C'est ça. Est-ce qu'il y avait des inquiétudes à ce moment-là quand tu t'es inscrite? Parce qu'on s'entend, là, c'est quand même une charge financière, c'est des sous. Étudier au Québec, là, on dit qu'on coûte moins Mhm. cher que les autres provinces ou les États-Unis, mais quand on se compare à Mais l'ensemble du monde, faut pas se comparer. Ça devrait être gratuit. bon, on est d'accord là-dessus. Position politique assez ferme. Ouais. Mais c'est ça, c'est l'idée d'investissement un peu ou d'aller chercher un papier qui n'avait pas une valeur professionnelle, comme tu disais. Quand tu étudies en BD, j'imagine que tu t'attends pas à avoir une job. Automatiquement, tu as le papier, fait que tu as le poste. T'avais-tu des appréhensions au niveau d'être capable de vivre de ton art éventuellement? Oui, j'avais vraiment des appréhensions, puis je suis surprise d'être capable d'en vivre en ce moment, pour être honnête, là. Euh, Puis, ben, je me faisais pas d'illusions, là. Je le savais justement, comme tu dis, que il n'y a pas un monsieur le patron de la bande dessinée qui va m'engager dans l'usine à bande dessinée. Ouais, Mais, hein? un poste ouvert avec des REER, Ouais, des non, c'est conditions de ça. travail. Ouais. Ouais. Euh, on dirait que je pensais pas trop à ça quand j'ai fait mes études. C'est sûr que ça me préoccupait un peu, mais c'est comme, c'est juste ça que j'avais envie de faire, puis c'est quelque part un peu tout ce que je sais faire, là. OK. Mais dans le fond, c'était la passion. Là, Ouais. ça file bien avec la deuxième question. C'est qu'au primaire, au secondaire, tu dessinais déjà beaucoup, j'imagine. Fait que tu es devenu illustratrice. Est-ce que tu racontais aussi des histoires ou ça, c'est plus un volet, la scénarisation? Comment était ton primaire, ton secondaire? Non, j'aimais vraiment les deux, là. C'est sûr que je dessinais plus que j'écrivais, mais j'écrivais quand même des histoires, puis je faisais vraiment de la bande dessinée
quand j'étais enfant aussi. J'en lisais beaucoup, j'aimais vraiment ça. Puis, en 4e année, on devait faire un exposé oral sur le métier qu'on voulait faire plus tard. Il fallait aller interviewer quelqu'un qui faisait ce métier-là. Puis moi, j'ai fait mon exposé oral sur d'être BDiste. OK. Fait que ça fait longtemps que je veux faire ça. Puis après, par contre, on dirait que je me suis un peu dit, ben non, ça se peut pas, là, tu sais, je ne pourrais jamais vivre de ça. Fait que je me suis dit, je pourrais peut-être aller étudier en animation, comme en dessin animé. Mais ça se donnait pas vraiment, ça se donnait, parce que moi, je viens de l'Outaouais, ça se donnait au collège Algonquin, qui était vraiment loin de chez moi, puis que je me disais, ouais, je sais pas si ça me tente trop. Fait que, un peu naïvement, je me suis inscrite au bac en bande dessinée en me disant, il y a un cours d'animation, mais tu sais, comme un cours dans une session, là, comme... Puis je me suis dit, putain, je vais faire ça. Mais tu sais, c'est bizarre, parce que dans le fond, moi, c'est de la bande dessinée que je voulais faire, là. Fait que je sais pas pourquoi je m'étais dit ça. Bref, je me suis inscrite au bac en bande dessinée, puis en faisant le cours d'animation, l'unique cours en animation, je me suis rendu compte que c'est pas en tout ça que je veux faire. Déjà que c'est long faire de la BD, faire de l'animation, c'est encore plus long. C'est clair. Puis tu sais, c'est... En animation, il y a peut-être un taux de placement ou peut-être que tu disais justement côté sécurité, c'est que là, il y a des entreprises qui cherchent des dessinateurs, des animateurs. Fait que, ouais, c'est vraiment ça, ouais. Okay. Ben, c'est pas moins artistique, c'est juste... Ben, si tu veux faire de la création, comme si tu veux faire tes projets en animation, c'est vraiment compliqué, je pense. Puis, mais effectivement, tu sais, mon chum, lui, il a travaillé longtemps dans des boîtes d'anime. Mais tu sais, t'es comme t'es un maillon d'une chaîne, là. Tu sais, mon chum, il faisait du layout, puis des décors, tout ça. Fait que tu fais pas tout, là, tu fais comme une partie. Puis c'est très, tu sais, c'est sous pression, c'est des longues heures de travail. Puis, il reçoit un input le matin, il y a un output à livrer, puis dans le fond, lui, c'est une étape de la production. Ouais, OK, fixe. Mais il y a une sécurité d'emploi qui est plus grande que d'être à son compte un peu. Ben, oui et non, parce que c'est souvent un contrat. Mais bref, ils ont tout le temps un peu besoin de monde. Fait que, oui, puis c'est un meilleur salaire aussi, là, en général, que quand tu es travailleur autonome. Là. OK. Ouais. Puis tu dessinais déjà, tu racontais déjà des histoires, mais l'école, aimais-tu ça, les cours de maths, des cours le tronc commun, le fameux tronc commun, est-ce que ça a été pénible pour toi de finir ton secondaire ou ça allait relativement bien, mais tu avais besoin de quoi de plus orienté justement dans ta passion qui était le dessin? Ben, c'est drôle parce que, tu sais, on dirait que pendant des années, j'ai pensé que j'aimais l'école parce que c'est un peu ça qu'on nous demande. Tu sais, c'est comme bien vu d'aimer l'école, puis on est supposé aimer l'école, puis ma mère puis mon père, pour eux, c'était bien important que je fasse des études, tout ça. Mais avec le recul, je me rends compte que j'aimais pas ça, l'école. J'aimais pas vraiment ça. Là. Ben, j'étais une enfant assez timide, puis assez introvertie, puis c'est tout le temps un peu tough, là, je pense, l'école, à cause de ça. Puis au primaire, j'étais une élève moyenne, je dirais. Moyenne bonne. Au secondaire, ça dépendait vraiment des matières, mais j'étais pas si bonne. Mettons, j'étais vraiment pas bonne en maths, pas bonne. Tout ce qui était par cœur, histoire, géo, ça m'intéressait, mais j'étais pas capable de retenir les affaires. Les cours de bio, tout ça, en tout cas plus sciences, j'étais pas bonne non plus. Mais tu sais, c'est toutes des choses qui, à part les mathématiques, qui m'intéressent en tant qu'adulte, mais c'est juste la façon que c'est enseigné, ça marchait pas. Tu sais. OK. Puis, j'étais bonne en français quand même. Fait que c'était ça ma matière plus. Puis j'étais super bonne en art. Ben oui, bon. Mes cours préférés, c'était en plastique puis musique. Puis j'ai eu la chance en secondaire 5 d'avoir les deux. OK, ouais, ça aide à finir son secondaire. Quand au moins tu passes un certain nombre d'heures par semaine à être dans quelque chose qui est ciblé. Mais justement, après ça, la transition, quand tu as pu aller dans un domaine où tu n'avais plus de tronc commun nécessairement, qu'on n'essayait plus de te former un peu scientifiquement ou à l'objectivité ou aux choses au par cœur, puis que c'était beaucoup plus te demander de canaliser ta créativité. Après ça, ton cégep, ton université, ça s'est bien passé, j'imagine. Oui, ben j'avais déjà des vraiment meilleures notes. Okay. Parce que c'était quelque chose qui m'intéressait, puis je pense que c'est quelque chose dans quoi j'étais bonne. C'est un phénomène, c'est assez courant de se dire qu'on n'aime pas l'école parce qu'on a l'expérience du primaire et du secondaire, mais on ne réalise pas à quel point le cégep et l'université, c'est vraiment différent du tronc commun, possiblement. Oui. Puis aussi, tu sais, moi, j'ai 38 ans, puis le primaire puis le secondaire, je pense que c'est différent de ce que c'est maintenant, en tout cas, je pense. Par exemple, la fille à mon chum est allée dans une école alternative à Montréal, puis c'est le jour et la nuit avec ce que moi j'ai vécu. Là, moi, on dirait que c'était
des restants de bonnes sœurs, mes profs, là, comme des madames qui n'étaient pas des bonnes sœurs, mais qui agissaient tout comme. Là, puis il y avait beaucoup d'endoctrinage. Ma sœur, elle se faisait, on n'est pas baptisé, puis on n'est pas pratiquant chez nous, puis elle se fait dire que c'était pas correct, puis qu'elle allait aller en enfer. Là. En tout cas, tu vois, genre. Ouais, OK. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, j'ai aimé ça, le cégep et l'université, mais encore une fois, je pense que c'est encore. Je sais pas. Je pense qu'il y a du monde qui aime quand même plus aller à l'école que moi. OK. Ben, est-ce que même à l'université, dans ces domaines-là, j'imagine qu'ils vous demandent de créer plus que c'est plus ça que des cours magistraux avec des théories très abstraites qui ne sont pas connectées au réel, ou il y a quand même une dose de théorie à maîtriser absolument? Il y a quand même des cours théoriques, quand même pas mal. On avait des cours d'histoire de l'art, parce qu'il y a des cours de tronc commun aussi dans le bac en bande dessinée. Ben là, je te dis ça, moi, je l'ai fait en 2003, le bac, puis là, il a vraiment beaucoup changé depuis. Là, mais en tout cas, moi, quand j'y étais, il y avait comme, par exemple, des cours qu'on partageait avec les étudiants en art visuel puis en graphisme, qui étaient comme des cours d'histoire de l'art, des cours de dessin. Ben, le dessin, ça, c'est pas de c'est de la pratique plus que de la théorie. Mais spécifiquement, la bande dessinée, on avait des cours, un cours d'histoire de la bande dessinée, un cours de sémiologie, un cours de grammaire, le cours que tout le monde haïssait, mais la prof, elle essayait vraiment de rendre ça intéressant. Puis des cours de scénarisation, tu sais, qui sont un peu... Des fois, tu as un peu de la création, puis des fois, c'est un peu de la théorie aussi. Là. Il y avait comme un peu les deux. Mais il y a quand même une bonne dose de théorique pour un baccalauréat qui finalement j'essaie de comprendre. Avais-tu des cours où, par exemple, il fallait que tu remettes un travail de 20 pages écrites, interligne et demi, Oui. Arial 17? Ah ouais, OK. Ouais. Même dans un domaine artistique comme ça, d'accord. Mm-hmm. Avoir à le refaire. C'était un bac, là. Je veux dire, il fallait qu'on comprenne notre médium aussi pour l'utiliser. Là. Fait qu'on avait ça, des cours, parce qu'on faisait des études comparatives. Là. On choisissait deux auteurs, puis où il fallait comme un peu avoir du recul sur notre travail, mettons, de scénariste, puis expliquer un peu notre démarche, des choses comme ça. Là, ouais. Avoir à le refaire, est-ce que tu ferais encore un bac ou tu ferais tout simplement un certificat, un programme court? À cette heure, on peut cherry-pick certains cours puis se faire un programme un peu dont vous êtes le héros. Est-ce que c'est quelque chose, une avenue que tu te dis pour un jeune artiste, c'est peut-être moins décourageant que les cours de grammaire et compagnie? Mm-hmm. Je ne sais pas. En tout cas, dans mon cas, si c'était à refaire, je ne sais vraiment pas ce que je ferais, honnêtement. Là, comme... Je ne sais pas. Pour moi, OK. c'est fait, puis c'est correct, je suis contente de l'avoir fait. Mais c'est sûr que si j'avais eu la possibilité peut-être de plus choisir de cours, il y en a que j'aurais pas pris. Mais en même temps, pour moi, en tout cas, les cours théoriques, c'était pas ce qui m'embêtait. Là. J'aimais vraiment ça m'intéressait au bout. Puis même que j'en aurais pris plus, puis des fois, je me plaignais un peu au prof que je trouvais qu'on n'avait pas assez de travail d'analyse. OK. Puis là, on me répondait, ouais, mais c'est parce que le monde qui vient d'étudier en BD, il n'aime pas ça, fait qu'on essaie de pas trop en mettre. Je dis, ouais, mais c'est un bac. En tout cas, bref, moi, j'aimais bien cette portion-là de mon bac, puis j'en aurais pris plus. T'en as gardé quelque chose. Ça l'a transformé, ça l'a influencé ta façon de dessiner et d'écrire par la suite. Euh, oui, mais je pense, honnêtement, tout le monde, ou presque, que je connais qui réussit en bande dessinée n'a pas d'études universitaires dans ce domaine-là. Donc, je pense pas que c'est un passage obligé. OK. Euh, mais ce que moi, j'ai vraiment apprécié du bac, c'est passer 3 ans à ne faire que ça, puis à être entouré de gens qui font ça, puis avoir une espèce d'ambiance d'atelier où est-ce que tout le monde travaille sur ses affaires. Ça, c'était vraiment précieux, puis formateur aussi. C'est comme quelque chose qu'on retrouve plus trop après dans notre carrière, là, parce que moi, je travaille toute seule chez moi, là, tout le temps, tu sais. Ça me dérange pas, là, je vis bien avec ça. Il y a du monde qui se font des ateliers, à Montréal, j'ai des amis qui travaillent en atelier, mais là, c'est un loyer supplémentaire à payer, tout ça. Ouais. Puis on va y revenir parce que tu fais beaucoup de collaboration aussi. Fait que, tu ne travailles pas à 100% toute seule. Mais dans le fond, on peut rebondir pour la prochaine question qui est c'est quoi les qualités? Quelqu'un qui veut faire de la BD, c'est quoi les principales qualités? Parce que là, c'est bien beau, on peut apprendre, on va à l'école pour aller chercher peut-être aiguiser nos connaissances puis se faire un réseau aussi, comme tu dis. C'est que tu as un effet d'entraînement, tu es avec d'autres gens qui en mangent. Fait que c'est là que tu peux te nourrir en prenant une bière après le cours. C'est quasiment aussi instructif que le cours lui-même, des fois. Ouais. Mais quelle qualité, dans le fond, qu'est-ce que ça prend? C'est-tu de la discipline? C'est le talent, il y en a une portion. Qu'est-ce que ça prend pour faire des BD qui peuvent mériter de se retrouver, d'être vendus finalement, de se retrouver sur les tableaux?
Ben, moi, je ne mettrais pas le talent comme dans les premières affaires qu'il faut, pour être honnête, là. Ben, la discipline, tu l'as dit, c'est vraiment une qualité à avoir quand on fait de la bande dessinée, de la persévérance. Même si tu fais de la bande dessinée juste pour toi ou pour le fun, c'est vraiment long faire de la BD. C'est comme un processus assez long, là. Puis après, pour être publié, puis mettons en vivre, ça demande beaucoup de persévérance et de patience, de volonté, tout ça. Fait que je dirais que c'est ça les qualités. Puis ouais. Ben, du talent aussi, mais plus de l'intérêt, je dirais. Je sais pas si c'est une qualité, mais je veux dire vraiment pas faire ça en se disant comme ah, je vais. Tu sais, comme tu fais pas de la BD juste pour essayer, voir comme si tu peux être populaire. Tu sais, je pense que tous les gens que je connais qui ont réussi en bande dessinée, c'est des gens qui sont extrêmement passionnés par le médium. OK. Fait que c'est ça, ça peut pas, disons, un jeune qui a un projet, qui a une histoire à raconter, puis qui se dit il veut vraiment partager son histoire, mais il est incertain du médium à prendre, s'il en fait un court-métrage, un roman, une nouvelle. C'est pas de se rabattre sur la BD un peu comme un plan B. Ouais, je conseillerais pas ça, pour être honnête, là. Ouais, OK, ouais. mais même ou en collaboration, parce que dans le fond, je vais te devancer puis je vais revenir dans le temps pour les questions. Au flow, je suis un peu le flow de notre conversation. Quand tu fais des collaborations, justement, parfois, je pense par exemple à une œuvre que tu as faite en collaboration avec Yves Pépeltier. Il y en a peut-être qui le connaissent dans le public. Là. On est tous dans la trentaine, mais Rocket Belles Oreilles, entre autres. Là, puis c'était lui le réalisateur et le producteur du film Les Aimants, si ma mémoire est bonne. Mhm. Puis comment ça s'est passé? Il est arrivé avec un texte, il est arrivé avec un scénario, puis il t'a demandé ça, c'est simple comme ça, ou il y a eu un peu plus de dialogue, as-tu ton mot à dire sur le scénario, les plans? C'est pas les plans de caméra, là, je me souviens pas du terme technique dans la BD de dire le chant et le contre-champ, en fait. Là, Mhm. Fait que comment ça a fonctionné, ce travail d'équipe-là, finalement? Ben, c'est intéressant que tu poses la question parce que je dirais que c'est la seule bande dessinée dans ma bibliographie qui a vraiment été une collaboration comme celle-là. Parce qu'en tout cas, on pourrait revenir après parce que j'ai collaboré aussi avec mes amis Diane et Caton. Mais dans le cas de Yves, j'étais vraiment comme une exécutante, là, c'est-à-dire comme je faisais le dessin, euh, puis le découpage, bien sûr, qui fait un peu partie de raconter aussi. Mais fait que c'est ça, Yves il m'est arrivé avec des scénarios, mais vraiment comme des scénarios de cinéma. Là, intérieur jour, blablabla. Euh, quand il me décrivait vraiment ce qu'il imaginait pour les personnages. Fait que là, il fallait que j'envoie des petits sketchs de personnages avant, tu sais, de commencer. Puis mon chat est vraiment turbulent aujourd'hui. C'est correct. C'est là, C'est le l'hostie de printemps. chat. Ouais, c'est ça. Est-ce que Puis c'est lui qui a inspiré l'hostie de chat? non, non, OK. non. Lui, il est jeune, il y a 2 ans. Euh, Puis des fois même, il m'envoyait des photos, tu sais, des photos qu'il a prises sur Internet de ah, je voyais ça pour le salon de tel personnage, blablabla. Tu sais. Mais tout ça quand même en me disant on peut en discuter, puis t'es pas obligé non plus. Là. Puis il était super ouvert à discuter, puis j'ai même des fois fait quelques petits commentaires sur. Parce que c'était plein de petites histoires, ce livre-là. Là. Fait qu'il y a des histoires, des fois, j'ai comme ah, peut-être, tu sais, ça serait plus drôle si c'était de même. Puis, tu sais, Yves, c'est vraiment quelqu'un de super, super humble, puis super le fun à travailler avec, là, parce que, tu sais, c'est quand même une vedette, là. Fait qu'on pourrait des fois s'attendre que quand tu travailles avec une vedette, c'est comme prends mon affaire puis fais-le puis on n'y retouche pas. Mais non, Yves était vraiment, vraiment super ouvert à mes commentaires. Puis ouais, ouais, c'était cool. Comment c'est lui qui t'a approché, il a fait j'aime ta façon de dessiner, c'est toi que je veux pour illustrer mes histoires. Ouais. Ben, Yves, c'est vraiment un fan de bande dessinée. OK. Puis il avait déjà fait une BD avec Pascal Girard Ouais. avant moi. Puis, tu sais, moi, pour avoir été libraire, il était client aussi à notre librairie. C'est un grand lecteur de bande dessinée. Fait que, mais oui, il m'a approché. Je ne sais pas s'il m'a approché à travers mon éditeur ou si c'était lui tout seul, mais en tout cas, il m'a dit ça te tente dessus. Puis, c'est ça. J'ai dit oui. Bon, c'est le genre de contrat qui tombe du ciel, mais c'est ça, à force de te faire connaître, parce que, bon, il t'a connu à travers tes publications que tu as faites potentiellement avec ton éditeur, mais tu Mm. t'auto-édites aussi. C'est ça. Mhm. Les fanzines, quand tu ne travailles pas en équipe, en fait, je vais diviser le prochain sujet de cette façon-là. Tu peux ne pas travailler en équipe, puis quand tu es entièrement autonome, tu t'auto-édites, j'imagine, c'est de la gestion, c'est un peu de la logistique, c'est le papier, c'est le format que c'est toi qui décides. Tu racontes l'histoire,
te fais-tu corriger? Engages-tu quelqu'un un peu à la pige pour repasser sur tes textes puis enlever les fautes s'il y en a? Comment ça marche quand tu fais un projet tout seul de A à Z? C'est super impressionnant, mais à quel point c'est une charge de travail, puis à quel point ça demande de l'argent aussi, parce que tu t'autofinances. Donc, comment ça se passe? Tant de choses à dire là-dessus. Vas-y. Mais c'est super le fun de faire du fanzine, là. Moi, je le recommande à tout le monde. Puis, j'ai plein de collègues, puis moi aussi, qui continuent à en faire, même si on a des opportunités avec des éditeurs. Puis, on n'aurait pas besoin de le faire, entre guillemets, là. Mais c'est vraiment un laboratoire intéressant pour essayer des choses, puis aussi pour faire des choses plus courtes, qui sortent rapidement. Là. Tu as l'idée, tu le fais, ça sort. Parce que sinon, dans l'édition, là, souvent, c'est long. Là, comme tu peux passer plusieurs années sur un livre, après, il faut qu'il se fasse imprimer, distribuer, tout ça. L'instantanéité du fanzine est vraiment intéressante, je trouve, c'est comme pour expérimenter. Pour répondre à ta Combien de temps? question, Combien de combien de temps ça peut temps prendre du début à la fin, disons, un coup que tu as pour un... décidé, OK, je fais un fanzine, combien de temps ça prend? Ben, ça dépend tellement, là, parce que tu peux avoir comme 3 pages, 4 pages, je faisais une étude de 4, mais 4 pages, comme tu peux en avoir 40, là, fait que ça dépend vraiment, vraiment du fanzine, là. OK. Mais ça reste que, tu peux en dessiner un. Là, tu pourrais, toi, là, après qu'on a fini, t'en dessines un, puis tu vas chez Bureau en gros, puis tu le photocopies, puis tu le broches, puis il est prêt d'un matin, là, tu sais. OK. Fait que ça peut Ah, être aussi rapide que ça. il y a de la demande parce que tu as tes fans, fait que j'imagine qu'il y a de la demande quand tu fais un fanzine comme ça. Prends-tu des précommandes? Dis-tu, hey, je travaille sur un truc, puis dans le fond, ils sont déjà vendus avant même que tu les imprimes? Comment ça marche? Ben, je le fais pas, mais je pourrais le faire, là. Mais tu vois, c'est ça. Je t'avoue que là, j'en fais de moins en moins des fanzines parce que côté logistique, comme tu disais, nos livres, quand on est publié chez des éditeurs, ils sont distribués, c'est tout pris en charge. Mais les fanzines, il faut que tu le fasses toi-même, là. Puis souvent, c'est de la consignation, donc les libraires, maintenant, ils les prennent plus en vente ferme parce qu'ils savent qu'ils vont les vendre, mais la consignation, c'est tu laisses tes affaires là, puis là, quand ils les vendent, ils te rappellent, puis OK, je te dois de l'argent. Puis fait que c'est de la gestion, là. Si tu en laisses dans 10 librairies à Montréal, il faut que tu fasses ton suivi pour des 2-3 piastres par fanzine. Là. Des fois, ça vaut-tu vraiment la peine? Ça vaut peut-être pas la peine pour l'argent, mais c'est juste plus pour le trip, puis le trip du DIY, le do-it-yourself. Puis, OK, mais ça te fait connaître aussi. Si tu dis que Oui, c'est IPLT est ça. un fan, c'est que c'est de la pré-pub pour ton prochain truc qui Ouais. va être publié avec une maison d'édition, finalement. Définitivement, peut-être que tu vas me poser la question plus tard, mais je te devance. Vas-y. Euh, c'est vraiment une bonne façon de se faire connaître, là, faire des fanzines. Puis, moi, je me suis fait connaître en bloguant, là, parce que c'était l'époque des blogs, des années 2000. Mais le fanzine aussi, il y a plein d'événements. Il y a le Festival de bande dessinée de Montréal, il y a Exposine, il y a le Festival de BD de Québec. Bref, il y a plein d'événements où est-ce qu'on peut louer une table puis présenter notre travail. Donc, puis, comme des espaces qui appellent l'espace auto-édition. Euh, puis moi, ça, je pense que c'est vraiment peut-être une première étape si quelqu'un veut faire de la bande dessinée, puis comme tu sais, d'être Partage au présent, milieu. Ouais, ouais, ben c'est ça, de s'afficher, puis de non, s'afficher, non. puis d'aller dans ces événements-là, jaser avec les auteurs, jaser avec les éditeurs. Puis limite, tu sais, moi, je me rappelle mes premiers zines, j'allais dans des salons de livres, puis comme mon deuxième livre que j'ai fait avec la pastèque, tu sais, c'était mon projet synthèse, donc mon projet de fin de bac. Il nous faisait faire comme un fanzine dans le fond de notre projet. Puis, tu sais, j'étais allée voir la pastèque, puis je leur ai dit, hey, c'est ça mon projet de fin de bac, puis j'aimerais ça peut-être le bonifier, puis le continuer, puis faire un livre. Puis, tu sais, c'est comme ça que j'ai fait ce livre-là. Fait que, pas hésiter, c'est ça, de s'auto-publier, puis de, oui, les vendre si on peut, mais aussi peut-être aller les donner à des gens qu'on pense qui seraient intéressés ou à des auteurs ou des autrices qu'on admire. Tu sais, ah, j'aime ton travail, tiens, voici le lien. Tu sais, Il y a de l'ouverture pour ça, parce que des fois, quand on est un artiste, on a comme. C'est même plus de l'humilité rendu là, c'est de la timidité, mais c'est même handicapant. Là, mais il faut oser proposer ce qu'on fait à même nos idoles. Ça t'a déjà permis, ça t'a déjà débloqué, ça t'a déjà. Il y a certains de tes partenariats qui se sont développés de cette façon-là? Juste, tu avais donné ton fanzine, puis il y a quelqu'un qui a pris la balle au euh, bon? Ou... je pense que non, mais comme pas mal toutes mes amies les plus proches dans le milieu, ça vient, comme on se connaissait virtuellement, on suivait l'un l'autre nos blogs, tu sais, à l'époque, là. OK. Fait que, OK. donc oui, ça.
ça amenait à des partenariats, mais c'est comme tout, c'est du monde qu'on a tous commencé un peu en même temps. Fait que, oui, c'était mes idoles, mais on était comme les idoles les uns des autres. Là, on s'est influencés mutuellement, tout ça. Mais par contre, ouais, quand j'étais plus jeune, j'ai quand même des fois envoyé mes livres comme à des auteurs en France que j'aime vraiment beaucoup. Puis, OK. c'est un peu bold là, comme move. Puis maintenant, j'y repense comme si c'est cringe que j'ai fait ça, mais écoute, je l'ai fait. Fait que, Ça s'essaye, mais puis ceux avec qui tu as fait des partenariats, vous connaissiez, vous suivez des blogs, est-ce que vous avez étudié ensemble ou c'était vraiment plus virtuel? C'était le monde du blog de BD, dans le fond, qui t'a rapproché de, bon, 14 Yann, on va en reparler. Fait que c'est ouais, ça. c'était vraiment le monde virtuel, ouais. Parce que Ziane n'a pas du tout étudié en bande dessinée ni en art visuel. Ben, en tout cas, ouais, non, pas vraiment. Puis Non, en Caton, elle a musique. fait un. Ouais, en musique, mais elle avait, en tout cas, elle avait commencé des études en dessin animé, mais elle n'a pas Ah, poursuivi. Ben oui, elle est plus formée en musique. Puis Caton, elle a un bac en art visuel. Fait que, mais ce qui a rapport aussi, là, mais non, c'est pas des collègues qui ont étudié en bande dessinée. OK. Bon, c'est pas le même réseau que tu t'étais fait aux études avec lequel tu as travaillé par la suite. Mais on va aller. Ouais. Ben, j'ai travaillé avec personne du bac, en fait. Ouais. OK. Mais n'empêche, quand tu as travaillé tes collaborations, comment ça fonctionne? Parce que là, bon, si Yves Pelletier, c'était une commande, voici l'histoire, illustre-la. Quand tu travailles en collaboration avec une autre BDiste, vous avez tous les deux des idées pour le texte, vous avez tous les deux des idées pour les dessins, j'imagine. Comment ça marche, la collaboration? Ben, les collaborations que j'ai faites avec Ziane et Caton étaient quand même assez particulières dans le sens où on dessinait et on écrivait toutes les deux. OK. On ne s'est pas dit, OK, il y en a une des deux qui dessine puis une des deux qui écrit. La BD que j'ai faite avec Caton s'appelle La liste des choses qui existent. Puis c'est comme l'histoire des objets, mais avec plein d'informations fausses, puis humoristiques, tout ça. Puis on s'était seté, genre, je pense que c'était 6 pages par objet, puis on s'était divisé 9 objets chaque. Fait que, tu sais, on travaillait vraiment pas ensemble. On faisait juste nos pages, puis on se les envoyait, puis on était le premier public l'une de l'autre, mais c'était plus comme un projet commun qu'on faisait chacun de notre côté. Un Mais collage un peu. Vous étiez entendu sur la façon générale de faire, mais après ça, ouais, vous faisiez chacun de votre bord, puis ouais, vous mettiez ça ensemble à la fin. en plein OK. ça. OK. Puis avec Mais Diane. ouais, avec Diane, là, c'était tout un autre projet. Là. Ben, c'était un blog, le Stitcha, à la base. Là. On avait commencé à pré-publier ça en ligne. Ben, en fait, on ne pensait pas que ça allait devenir un livre, là, ça devait être juste un blog. Puis là aussi, on ne travaillait pas comme ensemble, mettons, dans la même pièce, mais ce qu'on faisait, c'est qu'on alternait, on essayait de faire une mise à jour un peu comme un feuilleton. Une fois par semaine, il y avait un épisode. C'était un épisode de elle, un épisode de moi. Puis on avait chacun notre personnage. Fait que c'est ça, on faisait chacun un épisode. Puis des fois, on essayait de se mettre des. C'est comme finir notre épisode sur quelque chose de difficile à résoudre dans la scénarisation ou juste qu'est-ce qui va se passer? Puis là, comme moi, je me faisais surprendre par la solution de Viviane ou vice-versa. OK. Puis, fait que c'était comme ça au début. Mais après, quand on a su que ça allait être publié, tu sais, quand tu publies un livre, il y a souvent comme un nombre de pages, comme il faut que ça soit des multiples de 4 à cause des feuillets, tout ça. Fait que, il faut que tu. En tout cas, bref, il y a un petit peu de contraintes. OK. Ouais. Puis dans le cas de l'institution, en plus de ça, c'était comme des feuillets qui sont collés ensemble. Fait que c'était même pas des multiples de 4, c'était comme chaque feuillet avait, mettons, une vingtaine de pages. Puis il fallait. Soit tu avais 20 pages de plus ou 20 pages de moins, mais tu ne pouvais pas être entre les deux. Là, OK. bref, tout ça pour dire que quand on a su que ça allait être publié pour le tome 3, il a fallu vraiment qu'on resserre plus notre collaboration parce qu'il fallait qu'on clôt le récit. Je sais pas comment. Bon, vous bouclez la boucle, ouais, Je sais pas comment conjuguer le verbe clore, en tout cas. ouais, que vous closez, Clos, on va parler anglais, ouais. on va closer. Puis, c'est ça. Puis, fait, il y avait un nombre de pages limite, tout ça. Puis aussi, on voulait juste comme boucler les boucles de toutes les histoires, les affaires qui s'arrivaient avec les personnages. Tout ça. Fait que là, on se rencontrait plus en personne. On prenait des notes, puis on discutait de ce qu'on allait faire pour la suite. Puis ça, c'était vraiment trippant aussi. Là. Mais on travaille tellement bien ensemble, moi et Viviane. On a fait une petite BD pour le fun, pour sa revue La Jungle l'autre fois. Puis là, après, on était comme, oui, on travaille vraiment bien ensemble. Il n'y a jamais de conflit. On est tout le temps d'accord sur tout. Ouais, c'est vraiment le fun. Et Ouais. puis là, d'ailleurs, l'Hostie de chat a fini par devenir une trilogie. Puis là, il y a le livre qui est l'intégrale. L'intégrale, oui. Ouais,
On salue David, un de mes collègues du CGE, qui a sauté dessus quand il a su que ça sortait. Euh, Salut David. ouais. Mais tu as aussi mentionné la liste des choses qui existent, puis en fait, il y a même un tome 2, là, c'est encore plus de choses qui existent, si je ne m'abuse. Puis, mais ça, éventuellement, c'est devenu des capsules pour Télé-Québec. Fait que là, tu as encore transcendé le médium d'une certaine façon, de passer de la BD au dessin animé, puis c'est même vous qui faites les voix, si je ne m'abuse. C'est Caton Non, et c'est toi pas qui nous, parlez. Non, mon c'est pas vous Dieu, qui non. faites. Ok. Ça aurait été drôle. Mais comment, ça aussi, comment c'est? Est-ce que tu as laissé ton bébé à Télé-Québec, puis là, il y a des animateurs, du monde en animation qui ont tout simplement pris tes dessins? Comment ça s'est fait? Non, on a vraiment beaucoup participé. En fait, c'est une collaboration de Télé-Québec puis l'ONF, Ouais. qui sont les deux diffuseurs du projet, donc c'est cool. Puis c'est aussi produit par les Productions La Pastèque, qui sont en fait les éditeurs du livre, mais qui ont aussi une boîte de production. Fait que c'est une initiative de La Pastèque qui ont approché Télé-Québec et l'ONF, puis les deux étaient intéressés, ce qui était vraiment surprenant et flatteur. Puis pour la saison 1, moi puis Caton et Francis Papillon, qui était animateur sur la saison 1, mais il était aussi réalisateur. Fait qu'on était tous les trois co-réalisateurs de la saison 1. Okay. Moi puis Caton, on a scénarisé. Puis on a fait un peu des dessins supplémentaires, mais surtout Caton, mais parce que presque tout était tiré du livre, là. C'est-à-dire que Francis a essayé un peu d'utiliser vraiment ce qui était déjà disponible dans le livre, mais il y avait quelques dessins à faire de plus. Donc, on a quand même été pas mal impliqués dans le projet, je dirais. C'était Parce pas de que laisser votre bébé à quelqu'un vraiment qui pas, connaît. pas pantoute dans le fond. Là. Ben, c'est sûr qu'on a dû faire des compromis, des ajustements parce que Télé-Québec visait un public jeunesse, puis le livre n'est pas nécessairement tout le temps jeunesse. Fait qu'il a fallu qu'on s'adapte à ça aussi. Puis, tu sais, pour ceux qui n'ont jamais été réalisateurs ou réalisatrices, c'est quand même, tu as comme ton mot à dire sur pas mal tout, ou du moins dans ce projet-là, c'était comme ça. C'est la première fois que j'étais réalisatrice, mais on te demande ton avis sur tout. Fait que, tu sais, c'est pas pantoute, tu laisses pas ton bébé. Ouais. C'est ça. Puis pour la saison 2, Caton n'a pas participé à la saison 2, mais évidemment, c'est basé sur des choses aussi qu'elle a écrites dans le livre. Mais moi, pour la saison 2, j'ai été que scénariste. Puis c'est Francis Papillon, que j'ai nommé tout à l'heure, qui était co-réalisateur et animateur sur la première saison, et était réalisateur sur la saison 2. Ben, en tout Puis cas, pour l'animation, ben, pour la première saison, c'était Francis puis Louis, un autre animateur. Puis pour la saison 2, on avait plusieurs animateurs qui travaillaient une boîte puis un indépendant. OK. Ben, en tout cas, on a déjà commencé à en partager sur notre groupe des capsules. Fait que Ah, c'est sûr que cool! les jeunes vont pouvoir les voir parce que vous êtes tellement drôles des fois. Là, je suis jaloux de votre façon de penser en dehors de la boîte. Vous pouvez rendre intéressant quelque chose d'aussi banal que des pantalons. OK, d'accord. Ou le canne à pêche aussi. Celui de la canne à pêche, c'était bien drôle aussi. Mais oui, bon, clairement, c'est flatteur de se faire de proposer d'adapter une BD en animation. Une autre chose que tu as vécue qui est extrêmement flatteuse, c'est que tu t'es fait inviter à aller au Japon. Le consul japonais de Montréal, tu as reçu le courriel, tu en parles sur ton blog, tu reçois le courriel, puis c'est une espèce de moment surréaliste. Qu'est-ce qui t'a valu ça? Qu'est-ce que tu es allé dire aux Japonais? Comment ça s'est passé? Je sais que tu en as ramené un amour enrichi pour la gastronomie Oh japonaise my parce que God, c'est mais hein. bon. Oui. Mais côté BD pour ton art, qu'est-ce que tu leur as partagé? Qu'est-ce que tu en as retiré? Puis j'ai même une question, il y a de nos jeunes qui voulaient savoir, on te demande souvent tes BD préférés en entrevue, mais c'est un manga préféré. Oui, je vais vous les montrer, j'en ai sorti. Oh, okay. Mais là, juste pour clarifier, tu mélanges deux histoires, mais c'est bien correct. OK. Mais Ah, bon. c'est pas le consul qui m'a invité au Japon. En fait, le consul m'a invité à manger à sa maison de consul l'été dernier, mais comme à cause de mon livre qui parlait du Japon, dans le fond. Okay. Ah, OK, oui, OK. Oui. Puis Ouais. le Japon, je suis allée en 2017, donc c'est ça. Ça fait plus longtemps. Puis c'était. Ben, c'est grâce à Thomas Louis Côté, qui est l'organisateur du Festival de la BD de Québec, qui m'a. Je sais pas, je sais pas vraiment pourquoi ils envoyaient quelqu'un là-bas, mais c'était en collaboration avec le ministère de la Culture du Québec, ou je sais pas trop, quelque chose comme ça. Désolée, ça fait un petit bout, là. Mais bref, il m'envoyait là-bas dans des alliances françaises, puis euh, dans une université aussi pour parler de mon travail, mais aussi parler de la bande dessinée québécoise de manière générale. OK.
Il y a un intérêt, les Japonais, ben, c'est une culture qui est tellement axée sur la BD qu'ils ont comme la Ouais, curiosité pour ce qui se fait ailleurs et dont nous. OK. ouais. Puis, dans le fond, qu'est-ce que tu avais comme œuvre quand tu as fait ce voyage-là, de quelle œuvre principalement tu leur as parlé, puis c'est ça. Je leur ai parlé. Je parlais souvent de Michel Rabagliati parce que Michel Rabagliati, celui qui fait Paul, la série Paul, je sens qu'il a un peu comme pavé la route pour beaucoup d'auteurs et d'autrices de maintenant. Là. Pour avoir été libraire, il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont dit j'ai lu Paul, maintenant qu'est-ce que je pourrais lire d'autre en BD québécoise? Il y a du monde qui avait des gros préjugés sur la bande dessinée, qui disait que c'est pour les enfants, tout ça. Puis Michel, on dirait qu'il y a un peu. Ça a comme décoincé ça au Québec. Là. C'est sûr que c'est pas juste lui, là, mais comme c'est. Moi, je pense que ça a contribué beaucoup à l'ouverture des gens à lire la bande dessinée. Fait que je parlais de lui. Puis après, ben, je parlais de mes projets. Puis tu sais, je parlais, par exemple, de la bande dessinée que je fais à chaque mois dans la revue Curium, qui est une revue. C'est comme les débrouillards, mais pour les plus vieux, là, les 14-17 ans. Puis oui, comme tu le disais, tu sais, au Japon, la bande dessinée, c'est super prestigieux. Là. Comme, ben, ils ont beaucoup de respect pour les artistes au Japon. Puis, tu sais, alors qu'ici, c'est comme, ah ouais, tu dessines des petits bonhommes, puis ça te paye pas bien, bien. Là-bas, c'est plus comme, wow, t'es un artiste, t'es une artiste, c'est vraiment cool. Mhm. Puis, tu sais, Et- les Japonais, la culture japonaise est quand même assez fermée, comme ils consomment beaucoup de leur propre culture, mais aussi, là, ils étaient vraiment super curieux. Puis dans les alliances françaises aussi, il n'y avait pas nécessairement du monde qui tripait sur la bande dessinée, mais il y avait beaucoup de francophiles, tu sais, des gens qui sont super intéressés par tout ce qui est la langue française, la culture française. Puis là, pour eux, c'était comme une Américaine, ou en tout cas du continent américain, une Canadienne, mais qui parle français, mais qui ne vient pas de France. Tu sais, pour eux, ça les intéressait. Ouais, les cultures japonaises et québécoises sont assez C'est pas mal. différentes. Ils n'ont pas d'histoire en Pas commun, beaucoup de ben, choses en ben, commun, non, c'est non. ça? Culture super insulaire, une île qui n'a pas voulu de commerce pendant longtemps versus les colons C'est ça. européens, nord-américains, métis, ouais, non, c'est pas. Exact. Ouais. On peut avoir. On s'inspire, on est curieux les uns envers les autres, j'ai l'impression. Ouais. Oui, vraiment. Mais, fait que tes mangas préférés, ce serait quoi, disons? Qu'est-ce que tu en as ramené de ça? Ouais. Ben, j'en ai pas ramené parce que ben, ouais, j'aurais pu, mais ils sont en japonais là-bas, puis je lis pas le japonais. Il y a une série que j'aime tellement qui s'appelle La cantine de minuit. Je sais pas si tu connais. Non. Ça a été adapté aussi en série, pas animée, mais avec des vraies personnes, des vrais acteurs sur Netflix. OK. Euh, Ah ouais, sur Netflix. ouais. Puis la série est aussi bonne que le manga original. C'est plein de petites histoires. Puis le synopsis, c'est un chef qui a un resto qui s'appelle la cantine de minuit, puis qui ouvre de minuit à 6 heures du matin. Fait que c'est comme des oiseaux de nuit qui viennent manger un petit truc, boire une petite bière. Puis c'est un peu comme les habitués, puis il y a tout le temps des histoires de Ah, peux-tu me. Parce que c'est ça, il prépare ce que tu veux. En fait, il y a juste 3 items sur son menu, mais s'il y a les ingrédients, mettons, tu dis j'ai envie d'un bon spaghette, il dit OK, je vais te faire un spaghette. Fait que c'est beaucoup aussi des gens qui sont comme Ah, je m'ennuie de telle affaire, je sais pas, les onigiri de ma mère. Est-ce que tu peux me faire des onigiri à telle affaire? Fait que c'est non seulement comme des tranches de vie, mais aussi il y a un plat par histoire. Là. Fait que là, tu sais, il t'explique c'est quoi le plat. Fait que moi, ça parle de bouffe, je suis bien contente. Puis j'aime bien les tranches de vie aussi. Fait que c'est comme le manga parfait pour moi. Ça donne faim. Puis Ouais. sinon, un autre manga que j'aime beaucoup, c'est Les Petits Vélos. OK. C'est sérieux, j'aurais jamais pensé, mais ça, c'est un libraire qui m'a conseillé ça parce qu'il sait que j'aime les affaires cute. Mhm. Mais c'est l'histoire de Véloutre là, qui est là, puis c'est le propriétaire d'un café qui fait aussi réparateur de vélos. OK. Puis c'est comme un manga sur le vélo. Mais moi, je m'en fous du vélo. Là. Je fais du Bixi, mais je suis pas vraiment pas une passionnée de vélo. Là, tu sais. Puis, mais c'est tellement bon, c'est tellement drôle, c'est tellement bien raconté, c'est super méga cute. Là, c'est très kawaii. Là, tu sais. Puis tout le monde à qui je l'ai recommandé, ils ont capoté. Là, comme tout le monde aime ça. Genre. Mon chum, tu sais, que son nom d'artiste, c'est Richard Suicide, là, il aime beaucoup les petits vélos. Tu sais, fait que, comme tout le monde aime ça. Ben, Fait que, quand ils veulent être mignons dans les mangas, il y a toujours, même dans des mangas super sérieux, des fois, tu as un petit personnage qui est juste quasiment pas le comic relief, là, mais oui,
Je pense entre autres, mais c'est un dessin, c'est une bande dessinée coréenne à la base, je pense Berserk, puis même dans Berserk, il y a un petit elfe qui est comme tout mignon. Fait en tout cas, quand tu décides d'y aller à 200% dans la cutitude de son durable. Ouais. OK. Ben sinon, ouais. J'ai eu un flash, dans le fond, ton voyage au Japon, comment ça a été financé? Tu parles de l'Alliance, c'était-tu de ta poche, c'était-tu par l'école, c'était-tu par la job? Comment ça s'est organisé, ce voyage-là, en fait? Ben, il y avait une partie du financement qui venait du gouvernement du Québec, là, OK. c'est ça, Le je ministère de la pense, Culture. ben c'est pas, ouais, c'est comme un département, tu sais, qui s'occupe des relations avec l'Asie, là, je pense, là. Je m'en rappelle plus du nom, c'est pas, je pourrais Un te dire. programme d'échange culturel Genre, là, mais québécois-asiatique. ouais, comme mettons, tu sais, moi, quand j'étais là-bas, j'étais allée rencontrer la dame qui s'occupe de la délégation du Québec à Tokyo, là, donc la déléguée. Fait que c'est comme ce ministère-là, tu vois. Puis eux, ils s'occupent de faire des échanges culturels, mais aussi des échanges commerciaux. Là, tu sais, j'ai rencontré un gars là-bas qui s'occupait de de parler de bois et de papier avec les Japonais. Là. Puis, tu sais, comme pas pantoute moi ce que j'allais faire là, mais tu vois le genre. Là. Puis je pense que le Conseil des arts aussi du Québec a participé au financement de ce voyage-là. Mais l'opportunité s'est C'était ça. présentée, c'était-tu un concours, Ben, je ne sais c'était-tu... pas, c'est ça que je te dis, c'était l'organisateur du Festival de Québec qui m'a contacté. Puis je sais pas pourquoi, tu sais, comme je pense que Thomas-Louis Côté, ce gars-là, tu sais, il fait beaucoup de PR justement avec des gens du gouvernement pour faire la promotion de la bande dessinée québécoise. Fait que c'est souvent grâce à lui, tu sais, qu'on se ramasse à faire des affaires dans d'autres pays. Puis ouais. C'est comme un ambassadeur de la bande dessinée québécoise, beaucoup, cet homme-là. Puis OK. c'est ça. Il avait remarqué ton travail, tu avais déjà publié une couple de fanzines, une Oui, couple oui, puis on se de connaît, tu publications, sais. puis... Ouais. Je veux OK. dire, tout le monde le connaît. Quand on va au festival, il est là, puis tu sais, il OK. connaît bien. Ouais. Bon, ça fait partie des contacts qu'on se fait tranquillement en réseautant, Oui, autant à l'étude, mais après ça, de se faire des contacts des éditeurs. Fait que, OK, le bouche-oreille peut mener à un beau projet de même, comme se faire offrir d'aller. Combien de temps t'as passé au Japon? 10 jours. Quand même. C'était Bien. intense. Ben, 10 jours bien occupés. Ben, C'était ouais. vraiment intense, mais c'était vraiment cool. Ah, c'est clair. Bon, avant de passer, moi, il me reste 3 questions, mais je vais déjà inviter le public à écrire, dans le fond, dans les commentaires, les questions du public, parce que, bon, dans une dizaine de minutes environ, ceux qui ont posé des questions, on pourra te les soumettre. Quels étaient les meilleurs conseils qu'on t'a donnés avant de lancer ta carrière artistique et quels conseils y agiterais-tu aujourd'hui pour des artistes, pas juste des BDistes, mais artistes en général? C'est quoi les bons cues? Là? C'est quoi les... Je la trouve intéressante, cette question-là, parce que d'habitude, on nous demande tout le temps quel conseil tu donnerais, mais on ne demande pas quel conseil on a reçu. Je trouve que c'est une bonne question. Je t'avoue qu'au début, je ne me rappelle pas trop des conseils qu'on me donnait, mais peut-être juste en faire, là, tu sais, comme en la faire pratique? beaucoup, là, la pratique, c'est ça. Puis d'être visible, là, c'est ça. Comme, je dirais pas que c'était des conseils, mais au bac, on nous encourageait quand même pas mal à faire des zines, puis à faire des fanzines, puis à tenir un blog. C'était comme quelque chose qui était encouragé, qui n'était pas obligatoire, mais les profs étaient contents quand on faisait ça. Puis, ouais. Mais sinon, comme plus récemment, mettons, quand j'ai décidé de. Ben, j'ai pas tant décidé, c'est un peu arrivé comme ça, mais que j'ai décidé de me lancer comme travailleuse autonome, là, parce que pendant des années, j'ai eu un boulot alimentaire en plus de faire l'illustration puis de la bande dessinée. Puis j'ai une collègue qui est plus connue que moi, ou en tout cas, ben, qui l'est plus encore maintenant, mais qui l'était beaucoup plus à l'époque, qui m'a dit, quand je lui disais combien je chargeais pour des contrats, elle était comme, mais non, il faut que tu charges plus, ça n'a pas de bon sens. Là. Puis, à l'époque, je disais, oui, mais c'est parce que tu ne comprends pas. T'sais, toi, tu peux demander plus parce que tu es super connu, mais moi, je ne peux pas. Hmm. Mais avec le recul, j'aurais peut-être pu demander plus déjà. Puis on dirait que des fois, quand tu connais la valeur de ton travail puis que tu te fais payer en conséquence, les gens te prennent plus au sérieux aussi après. OK. Fait que de ne pas sous-évaluer ton travail, Ouais, ni s'il y a quelqu'un qui veut vraiment ce que tu as à produire, tu peux te permettre. C'est pas, t'as pas l'impression de se débarrasser un peu de l'impression de voler quelqu'un puis de dire ouais, voici mon œuvre, puis c'est ça que ça vaut. Puis, OK. ouais, Fait que ouais. des, Ben, tu sais, là, ça, c'est un conseil, je dirais, qui est comme pour des gens qui sont déjà, qui ont entamé un peu une carrière là-dedans.
Ben, ou pour des travailleurs autonomes de tout domaine confondu, parce que Ouais. quand tu négocies tes tarifs avec quelqu'un, peu importe le service que tu rends, c'est d'essayer d'être juste finalement dans ce que tu demandes pour que ça vaille la peine pour toi de le faire, sans nécessairement que ce soit voler le Mhm. client. Ouais, puis au pire, le client, il va juste te dire, ben, j'ai pas ces moyens-là. Puis soit tu négocies ou soit tu le fais pas, puis il va prendre quelqu'un qui coûte moins cher, là, tu sais, à un OK. moment donné. C'est un bon conseil pour tous les artistes en herbe, de ne pas se Ouais. sous-évaluer à Ouais. la base. Ou, des fois, il y en a qui ont un agent pour justement dealer avec surtout les musiciens, ils ont un agent pour prendre des ententes avec une salle de spectacle, ces choses-là. Mais Mhm. là, tu es ton propre agent finalement quand tu es. Ben, j'ai eu une agente pendant 2 ans, je pense. OK. Euh, Puis ça m'a aidé justement à comprendre la valeur de mon travail, là. Tu sais, quand je voyais ce qu'elle a demandé, puis j'étais comme, oh shit, OK, c'est pas mal plus que ce que moi j'aurais demandé, tu sais. OK. Elle, dans le fond, l'agente, elle connaissait le marché un peu mieux, Ouais, fait que c'est ça pouvait ça. mieux évaluer la valeur de ce que tu fais. Ouais, OK. Fait que ça peut être utile. C'est pas. T'en as eu 2 ans, pourquoi t'en as deux, trois plus? ans. J'ai arrêté parce que ben, elle prenait quand même une grosse cote, elle prenait 25%. Puis je sentais que j'étais assez solide sur mes pattes pour moi-même défendre les montants qu'elle demandait, tu sais. Comme, ouais, je me sentais plus en confiance pour moi-même négocier des tarifs intéressants. Ouais. J'avais comme pris confiance. C'est ça, elle aura au moins servi de béquille d'une certaine façon le temps que tu te fasses une identité et que tu sois plus à l'aise. Puis après ça, tu as été capable de voler de tes propres ailes. Un C'est peu. ça. OK. Un peu comme mon oncle Serge qu'on a passé en entrevue, qui est un de tes amis, puis lui aussi, il a eu un disquaire pendant un certain temps, mais Mhm. éventuellement, il est allé par lui-même. OK, Mhm. génial. Petite question, ça c'est ma question, il n'y a pas des jeunes parce que je suis un geek de philosophie, j'ai étudié en philosophie, puis il y a un débat qui revient souvent, c'est à quel point l'art doit être engagé ou à quel point l'art engagé est encore de l'art et non pas comme de la propagande. C'est quoi ton take là-dessus? C'est quoi ta position? Est-ce que des fois tu t'es tenté ou tu l'as fait d'utiliser ton art pour défendre des causes, pour prendre des positions? On a dit qu'on était bon pour la gratuité scolaire tout à l'heure. Est-ce que tu ferais une BD pour militer dans ce sens-là? C'est quoi ta position là-dessus? J'ai fait, je pense, dans ma vie, une BD engagée quand je commençais, quand j'étais à l'université, puis c'était avec mon chum de l'époque qui lui était très, très militant. Puis c'était au moment des premières grèves, ben première grève, tu sais, en 2006, je pense qu'il y avait une grève pour les frais de scolarité aussi. En tout cas. Bref, c'est la seule fois que j'ai fait vraiment une bande dessinée comme Engagé, ouais. engagée, mais comme tu sais que c'est clairement ça, là. OK. Parce qu'après, dans mes créations personnelles, je considère pas que je fais de la BD engagée, mais tu sais, c'est sûr que je pense que mes valeurs transparaissent dans ce que je fais, là, malgré moi. Fait Ouais, que par je la pense, bande, par la ouais, bande, c'est ça, comme mes personnages vont probablement avoir les mêmes valeurs que moi, tu sais, mais je fais rien de volontairement engagé à message, là, tu sais. OK. Par contre, dans mes contrats, tu sais, je me fais souvent approcher par des organismes communautaires, puis j'ai eu la chance de faire des contrats pour des causes, tu sais, que j'étais payée pour le faire, mais c'est des causes qui me tenaient vraiment beaucoup à cœur, là. Tu sais, j'ai fait un contrat pour le collectif pour un Québec sans pauvreté, pour comment ça s'appelle déjà? C'est comme quelque chose comme un mois contre la violence faite envers les femmes, on a fait comme ça, là, comme campagne de communication là-dessus. Ouais, c'est ça. Tu vois le genre, là, comme un peu des trucs qui rejoignent mes valeurs. Puis je pense que le client le sait aussi, là, que je- j'ai cette vibe-là, là. Mais t'as-tu l'espèce pas de mauvaise conscience, mais dans le fond, t'es payé, c'est la cerise, c'est pas le beurre et l'argent du beurre. Quand un organisme t'approche, t'es-tu comme tenté de faire comme, mais non, je vais vous le faire gratuitement ou je vais vous le faire moins cher parce que c'est pour la cause, ou c'est pas des contrats comme un autre, un contrat comme un autre quand tu acceptes des offres comme ça d'organismes, comment tu gères ça? Ben, je ne le ferai pas gratuitement parce que les organismes que je viens de te nommer, je pense, tu sais, ils avaient un budget pour ça, là. Puis c'est comme eux, ils se payent aussi, là. Je veux dire, c'est des organismes, c'est pas des bénévoles, là, c'est des employés de cet organisme-là. Comme je vois pas pourquoi moi, je serais pas payée. Puis il faut que je vive aussi, là. Puis tu sais, juste tant mieux si c'est une cause qui me tient à cœur en plus.
Ça m'est arrivé, par contre, de faire des trucs gratuits, mais c'est très rare, là, mais tu sais, comme j'ai des amis qui ont parti un magazine qui s'appelle Le Cute, là, qui était, qui militait pour la grève des stages, là, puis la rémunération des stages. Puis, tu sais, il y a une découverture de la revue que c'est moi qui l'ai faite, puis j'en ai pas chargé, là, tu sais. Puis, comme quoi d'autre aussi. Ouais, ça arrive, mais tu sais, honnêtement, mon travail, c'est mon travail, puis comme moi, mettons, tu sais, je donne du temps comme dans la Ouais. rue, là, qui est, T'as, je sais pas t'as le si... bénévolat, tu maîtrises, tu as ton expertise qui est aussi ton gagne-pain, puis ça, c'est normal de te faire Ouais, rémunérer pour ça. Puis le c'est ça, bénévolat, la charité, tu vas la donner sous la forme qui va te convenir. C'est ça. exactement. Puis, tu sais, c'est ça, ouais, le bénévolat que je fais n'a pas rapport avec mon art. Tu sais, comme dans la rue, c'est un organisme qui aide les jeunes sans-abri. Ouais. Puis d'ailleurs, qui ont une école pour les décrocheurs aussi, puis tout ça. Puis, tu sais, le gars qui s'occupe des bénévoles était comme, ah, tu voudrais-tu t'occuper de la salle d'art? Puis je suis comme, non, tu sais, je veux faire du bénévolat, mais qui est comme pas lié à mon travail. Tu sais, je ne vais pas mélanger les deux. Bien logique. Bon, petite dernière question. J'avais dit que je commencerais avec, finalement, je l'ai remis à la fin. C'est quoi ton œuvre dont tu es la plus fière? C'est quoi est-ce que c'est la liste des choses qui existent, d'avoir même transféré ça à la télé? C'est une de tes collaborations? C'est un fanzine même que tu dis, ce fanzine-là, j'ai vraiment là, je fais ça coche. C'est quoi ton œuvre, ton chef-d'œuvre? Oh mon Dieu. Ben, je dirais que je suis fière en général de réussir de vivre de mon art, puis fière et surprise tout le temps, tous les jours. Fait que ça, déjà, c'est une fierté. Puis sinon, ouais, je suis vraiment, vraiment fière de la web série, de la liste des choses qui existent. Là. Tu sais, si tu m'avais dit quand je commençais mon bac, quand j'étais au cégep, tu vas faire de quoi avec les Télé-Québec puis l'ONF, puis j'y aurais pas cru. C'est vraiment, je capote, là. C'est vraiment trop cool. Puis sinon, ben, je suis bien fière d'avoir fait la pochette de disque de mon oncle Serge. J'en parlais de mon oncle Serge tantôt. Sérieux, ça, là, j'étais comme... Ça m'a fait un petit velours, là, puis je suis encore fière de ça. Là, puis, ouais. Ben, en fait, c'est une question qui m'est venue comme ça. Si tu as quelqu'un, parce que là, mettons pour Yves Pelletier ou pour mon oncle, c'est quelqu'un qui t'approche et qui dit Hey, je veux que tu illustres quelque chose. À quel point, s'il y a un jeune talentueux ou quoi que ce soit, reçois-tu beaucoup de propositions de dire Hey, je veux que tu illustres ce que j'ai fait? Comment tu Oui. réagis dans ce temps-là? Ça t'arrive d'accepter? Ça doit Ben, arriver. pour répondre un peu à la question précédente, puis celle-là en même temps, Ouais. il y a aussi ce livre-là là, dont je suis super fière que j'ai illustré, qui est un livre d'horreur pour les jeunes, qui a gagné le prix des libraires, mais qui a aussi gagné un GG, le prix du gouverneur général, qui est comme le plus, ben, pas le plus gros prix littéraire, mais c'est juste que ça vient avec 20 000 $. Ah ouais. Mais, puis c'est un auteur que j'admire beaucoup, qui est aussi mon ami, puis même si ça n'avait pas gagné de prix, j'étais déjà vraiment, vraiment fière d'avoir fait ça. Fait que, oui, on me contacte beaucoup pour veux-tu illustrer mes trucs. Là? Ouais. Puis de plus en plus, j'ai envie de faire mes projets là, parce que moi aussi j'écris. C'est clair. Puis je me considère des fois de moins en moins illustratrice, puis de plus en plus scénariste ou autrice. Là, fait que maintenant, c'est très rare que j'accepte. Ou sinon, c'est que j'ai déjà envie de collaborer. Comme François et moi, je pense qu'on va en faire d'autres projets ensemble. J'aimerais ça faire d'autres trucs avec Caton, avec Ziane peut-être, mais là, elle va faire du cinéma plus, fait que je sais pas, qui sait. Mais ouais, je pense que ça arrivera peut-être plus, il ne faut jamais dire jamais, mais que j'accepte de collaborer avec quelqu'un que je ne connais pas du tout. Puis, il y a beaucoup des éditeurs aussi qui me proposent, des éditeurs jeunesse qui me disent ah, tu sais, on a un projet de livre à illustrer, est-ce que tu serais disponible? Puis, tu sais, c'est le fun, là, je suis contente. Puis souvent, c'est même des bons projets, tu sais, qui sont intéressants, mais je leur dis, ah, sérieux, c'est tellement long faire tout ça. Tu sais, c'est long faire de la BD, puis je veux plus garder le temps que j'ai pour faire mes projets ou mes collaborations que j'ai choisies avec mes amis. OK. Dans le fond, ça dépend un peu de la source, si c'est quelqu'un comme Yves Pelletier ou si c'est un ami à toi qui arrive avec un projet, mais tu sais, c'est toujours d'où provient le projet, finalement. Ouais, ben, puis Yves Pelletier, ça fait un bout quand même aussi, là, tu sais, c'est... 2000. Comme, c'était 2000...
11, 12, 13. Début 2010. Au moins 10 ans, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, nos envies changent là, aussi, puis nos objectifs, nos buts, je sais pas. Ouais. Okay. On a une question du public. On en a juste une pour le moment. On va peut-être conclure. Question de Eric. Avez-vous des sites ou des blogs pour publier des illustrations que vous conseilleriez? Fait que dans le fond, ta plateforme, là, quand tu mets des choses en ligne, il y a des sites qui te permettent de faire des blogs, dans le fond, que c'est un peu plus que clé en main, disons. C'est quelqu'un qui voudrait commencer à publier de façon feuilleton un peu à chaque semaine. Quelle plateforme tu conseilles? Là, je me sens peut-être un peu vieille pour conseiller ça, parce que comme ça a l'air que Tumblr, c'est déjà passé de date, ou je sais pas trop, là. Tumblr, ouais. Parce que moi, à l'époque, on avait quand même de la chance, c'était vraiment la grosse époque des blogs BD, puis il y avait des plateformes, il y avait des forums. Je sais pas si la personne qui a posé la question, je sais pas si Eric qui c'était quoi un forum? C'est quand même, ça fait vieux, mais bref, il y avait comme un forum qui s'appelait BD Amateur, puis c'était tous des francophones, il y avait comme un Suisse, des Québécois, des Français qui avaient fondé ce forum-là, puis c'était vraiment une place pour échanger avec d'autres qui commençaient dans le milieu. Tu sais, Viviane, elle a prépublié son premier livre là-dessus, puis... Mais bref, je ne sais pas si ce genre de plateforme-là existe encore. Je pense que c'est peut-être un peu désuet, là, les forums, c'est plus trop le truc. Là. Moi, j'ai encore un blog sur Blogspot, je pense. C'est Blogger, excuse-moi, le truc de Google. Okay. Mais tu sais, c'est vraiment du monde qui vont voir ça, je ne sais pas. Fait que moi, je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est Instagram en ce moment. Okay. Surtout que Instagram, tu sais, la forme, le swipe, là, tu peux mettre comme case par case là, ton affaire, puis quitte à renvoyer des gens après sur une autre plateforme comme un Tumblr ou un Blogger. Okay. Mais je pense qu'Instagram, c'est peut-être une bonne façon de montrer ces choses parce qu'en plus, tu peux follower les gens que tu admires, tu peux... Okay. Ouais. Fait que ce serait la plateforme à privilégier. Moi, je pense, mais encore là, ça change tellement vite ces temps-ci que... Ouais. Il y a TikTok qui est à la mode, mais on peut pas faire... ouais, c'est vrai, ouais, mais comme je pense pas que c'est vraiment... Tu sais, Instagram, c'est vraiment plus une app visuelle. Là. TikTok, c'est des vidéos. Mais sinon, il faut être créatif, là, tu sais, je sais pas, comme se créer un blog, puis faire des flyers, puis aller les donner dans les salons du livre, tu sais, les mettre dans les boîtes à mal de tes voisins, je sais pas. Ton lectorat, te dis-tu, est-ce que c'est encore papier? La mode, est-tu encore allé à consommer des œuvres papier ou c'est plus virtuel en ligne, justement? En bande dessinée, c'est vraiment encore beaucoup papier. OK. Même que tu mets tes BD en ligne, tu les laisses en ligne, tu les publies en papier, puis les gens vont quand même acheter la version papier, même s'ils ont accès en ligne. Tu sais, le Stitcha, il est tout en ligne encore. Hein. OK. Puis non, les ventes sont surtout... C'est les meilleures ventes que de toute ma carrière. OK. Fait que c'est ça. Okay. Quand même, intéressant. Ça donne une idée aussi de l'avenir de la BD. C'est peut-être la génération, les gens qui ont cultivé l'amour de la BD, ils ont rattaché ça à avoir le livre dans les mains. Mais, okay. C'est juste que moi aussi, en tant que lectrice, lire en ligne, je trouve que c'est moins confortable que lire sur papier. Puis je pense que la bande dessinée aussi, il y a beaucoup de gens qui aiment la bande dessinée qui sont un peu une âme de collectionneur, qui aiment avoir l'objet chez eux. Ouais, il y a quelque chose de satisfaisant à avoir la collection des Dragon Ball ou des Dead Note. Oui, ça, c'est un bon manga d'ailleurs que j'ai pas nommé, mais Death Note, c'est super bon. Ouais. Pas le film qu'ils ont fait pour Netflix, mais le manga lui-même ou la série animée aussi. Bon, ben écoute, Iris, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin à dire ou une petite pensée ou. Je ne suis pas prête à ça. Ben, je pense que ce qu'on vient de dire, là, comme si faites-vous connaître, partagez ce que vous faites. N'hésitez pas, même si c'est pas parfait. Veux-tu faire la promotion de quelque chose que tu as fait récemment ou qui s'en vient? Ben, je pense que j'encouragerais les gens à aller écouter la web-série, d'aller sur des choses qui existent, soit sur le squat de Télé-Québec, soit sur le site de l'ONF ou même sur YouTube. C'est gratuit. Il y a 2 saisons de 13 épisodes chacune, puis c'est ça. Je pense que oui. C'est vraiment pour tous les âges. C'est comme supposé être 9-12 ans, mais honnêtement, je pense que c'est pour les adultes aussi, puis même les plus jeunes. J'ai eu des fous rires. J'ai 33 ans, j'ai eu un fou rire en écoutant de la canne à pêche. Ben, écoute, merci encore.
Ben, ça m'a fait Euh, plaisir. Merci, merci à toi, puis ok. merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Ben oui, petit mot de la fin pour eux, en fait, le projet Rebâtir. On prend vos suggestions pour les prochains invités. On va inviter des journalistes éventuellement, peut-être des figures politiques même, pour conclure la saison. Le projet se termine en juin, fait que d'ici là, ben, restez sur le groupe Facebook de Rebâtir, participez, faites-nous des coucous, puis à très bientôt tout le monde. Fait que, bye. Bye, Iris. Bye!